Donc l'histoire de Charles débute en 1969. Il est beaucoup plus âgé que Mariana, mais enfin, il est quand même relativement jeune, quoi. Voilà. Donc après, avec une belle école, l'Institut des assurances de Paris, et puis tu reprends donc cette boîte familiale. Boîte familiale qui a été créée en 1937 avec 3 prénoms importants, Ernest, Rémi et Charles. Oui, exactement. Merci. C'est le côté catalan qui a fait que Absolument, Alain notamment. m'a permis de parler ce soir. Et tu disais tout à l'heure que l'assurance est le plus beau métier du monde. Tu m'as fait sourire parce qu'en fait, on s'est construit pour justement lutter contre les mécanismes d'assurance classiques qui, je dis souvent, les Anglais ont inventé l'assurance, pas l'indemnisation. Et donc, on était plutôt du côté des affiliés, des clients, des assurés, pour être sûr qu'ils soient bien protégés. Et le premier métier, c'est drôle parce que le sujet de la santé vraiment est très important. Le premier métier a été créé par mon grand-père maternel, donc mari à une Catalane. C'est pour Bonne ça idée, que, ça. voilà, Alain en parle, qui avait créé une société qui s'appelait, c'est vraiment les noms un peu anciens de l'époque, Société d'entraide médico-chirurgicale. Et cette société, elle permettait aux uns et aux autres de trouver le bon médecin, le bon spécialiste, le bon généraliste, le bon hôpital, dans les années 30, parce que personne, évidemment, ne tapait sur Google pour trouver le bon interlocuteur et n'osait pas parfois aller voir des grands professeurs. Il fallait être recommandé par quelqu'un, présenté, etc. On n'osait pas y aller directement. Et puis, en même temps que ce service était présenté, il était payé par un abonnement. En fait, les gens s'abonnaient. Et quand ils allaient chez ce médecin, ce service prenait en charge la consultation. Ça, c'était avant-guerre, avant la sécurité sociale. Alors, on s'est transformé. Ce même grand-père a créé la GMC, que certains ont connue, la garantie médicale et chirurgicale. Et cette société était une association, en fait. On a eu, pendant 50 ans, on a été dans le monde associatif. Et puis, cette structure permettait de demander aux assureurs, finalement, d'assurer le risque que ça représentait. Mais nous, notre métier, c'était de servir nos clients, de gérer totalement leurs demandes avec un réseau de soins. Et que ça permettait, finalement, la ligne de l'entreprise, c'était une médecine de qualité accessible à tous. Donc c'était vraiment le modèle en sur-mesure, si je puis dire, pour que les entreprises choisissent. Finalement, on ne parlait pas de package à l'époque, mais chacune avait sa logique pour attirer les collaborateurs, donc pouvait faire des régimes plus ou moins favorables pour leurs collaborateurs. Donc ça, c'était Ernest, mon grand-père. Après, Rémi. il se trouve que mon père, donc, qui a connu ma maman à la Cato, pour tout dire, donc, quand il était étudiant. Son père était un grand magistrat et donc ce n'était pas du tout le même domaine d'activité. A créé lui aussi une association dans le monde de l'assurance, de la protection sociale. Et le hasard de la vie, complètement séparé finalement de ce que faisait son beau-père, le hasard de la vie a fait que son beau-père, à un moment, malheureusement, a eu une maladie dégénératrice, une sclérose latérale amyotrophique. Et donc, il était condamné. Et cette structure associative, comme tout le monde sait, une association n'appartient à personne, donc était vraiment en danger. Et à l'époque, elle représentait les 3/4 du chiffre d'affaires des AGF en santé, qui était notre seul assureur. C'était en 64, ça. Et à l'époque, très peu d'assureurs s'intéressaient à la santé, à la protection sociale. Ils étaient sur les grands risques, les risques industriels, ce genre de choses. Mais la santé, la protection sociale, on était vraiment vus comme ceux qui... Bon, heureusement que certains s'en occupaient, mais ce n'était pas vraiment le sujet du jour. Et alors c'est amusant de voir aujourd'hui le discours de tous les assureurs du monde entier sur ces sujets, qui sont tout d'un coup très fans et très sûrs d'eux sur le fait de dire c'est très important ces sujets. Donc c'est amusant, au moins ça fait réagir. Donc ça c'est la deuxième période. Mon père qui avait créé cette association en commençant de zéro, il nous l'avait bien rappelé, a repris dans la difficulté un peu cette GMC en 64. Voilà. Ça, Aujourd'hui, le début finalement, les deux parties de cette entreprise familiale qui est née en fait en étant une association. Il y a d'autres associations. Hein. Jean-Paul Babet dirige un grand groupe associatif dans le monde de l'assurance. Nos amis de Groupama sont aussi présents. Enfin, on a quelques... Alors aujourd'hui, donc, ça collecte au total le groupe plus de 2 milliards, c'est ça? On gère un peu plus de 2 milliards de primes. Quoi. Et avec 1500 collaborateurs. Oui. Et les métiers, ils ont évolué ou pas, Charles? Mais quand on dit collecte, en plus, vous avez eu un exposé sur des banquiers. Nous, on ne traite que des flux. Hein. Ce sont 2 milliards qui passent, qui sont intégralement remboursés, finalement, ce sont des flux. Les assurances santé, ce n'est pas des assurances où vous avez des résultats extrêmement bénéficiaires, en fait. Ce n'est pas de l'assurance, en fait, l'assurance santé. On va le dire vraiment, c'est de la consommation. Ce n'est pas un risque d'intensité comme la prévoyance ou le décès.
c'est de la consommation et il faut gérer au plus proche cette consommation pour le bien des clients. Je me suis un peu perdu, j'ai plus. Non, c'est très bien. On parlait des différents métiers du groupe aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de métiers. En fait, on doit être celui qui a le plus de métiers dans un métier proche qui est de la protection sociale. Le premier métier historique, c'est de concevoir les programmes de prévoyance et de santé des entreprises. Donc, on a la chance d'avoir Publicis, qui est un client historique du groupe, d'avoir des clients comme L'Oréal, Amazon ou Decathlon depuis l'année dernière. Donc, ça, ce sont des clients classiques, mais on peut commencer avec, évidemment, des entreprises plus modestes, plus petites, évidemment. Ça, c'est un métier où on conçoit le régime et surtout on le gère. En fait, notre service, c'est d'être une entreprise de service. On va gérer, on va passer du curatif au préventif, on va gérer, on a toujours gardé des médecins pour nous, donc on ne va pas uniquement faire du remboursement de soins, mais on va expliquer aux gens où ils doivent se soigner, comment ils doivent se soigner, quels sont les protocoles qu'ils doivent utiliser, ce genre de choses. Ça, c'est pour des entreprises en France. On a fait la même chose pour les entreprises à l'international, pour leurs expatriés, donc on va gérer les programmes des entreprises françaises à l'international. Donc là, on gère, je sais pas, des LVMH, des Total, des grands groupes. Des groupes également étrangers, des groupes internationaux qui ne sont pas français à l'origine. Après, on a travaillé les organisations internationales. Donc là, on gère également le premier euro, puisque les organisations internationales ont un droit que n'ont pas les entreprises, c'est qu'elles peuvent s'auto-assurer. Donc elles nous utilisent comme un gestionnaire pour gérer leur programme, parce qu'on est un professionnel de ce genre de choses. Et puis après, on va aussi travailler comme un opérateur, on appelle ça des grossistes, c'est-à-dire que ce sont des courtiers qui vendent nos produits en France et à l'international, parce qu'on va concevoir des produits standardisés pour eux. Et puis on a créé aussi un réseau de soins qui s'appelle Carte Blanche, qui est utilisé par 12 millions de personnes en France maintenant, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, notre premier métier, c'était des réseaux de soins. Et puis le dernier métier, c'est qu'on va gérer des programmes d'assureurs. Les assureurs ont vu finalement que ce métier de service était très différent du leur, qui était d'un métier d'assureur. Et par conséquent, on a la chance de travailler avec des mutuelles ou des assureurs à l'international qui nous donnent leur flux complexe à gérer. Plus c'est complexe, finalement, plus on va apporter de la valeur ajoutée. Et on va gérer donc en leur nom leur programme d'assurance. Voilà. 1600 collaborateurs, mon cher Charles, dans le monde. Est-ce que c'est facile de trouver des salariés sympas, motivés, fidèles et pas trop chers? Alors moi, j'ai voulu faire l'inverse de beaucoup d'entreprises. Si c'est oui, il faut nous filer leur mail. Hein. Moi, j'ai voulu faire l'inverse de beaucoup d'entreprises familiales. D'abord, j'avais une chance folle d'avoir des parents qui avaient, je dis des parents parce que je pense au papa de ma maman et à mon père qui avait bâti une entreprise familiale. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y rentrer. Mais après, quand j'ai pris la direction générale, je me suis dit finalement, et puis je pensais beaucoup à une phrase de Gattaz, d'Ivan Gattaz, qu'on adore, et qui dit une phrase dont tout le monde doit se rappeler ce soir, c'est il y a deux catégories de chefs d'entreprise, ceux qui pensent que le talent est héréditaire et ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Et cette phrase, elle est quand même un peu marquante. Et donc moi, j'ai voulu essayer de faire en sorte que notre groupe, qui est indépendant financièrement, au niveau de la capitalistique, attire les meilleurs talents, enfin on essaye en tout cas, et que justement l'organigramme ne soit pas l'arbre généalogique, quoi. Voilà, ce soit vraiment l'inverse. Et donc en fait, moi finalement, je suis derrière une équipe que j'ai réunie, et c'est eux qui ont véritablement la capacité de diriger l'entreprise. On est, à partir du moment où on est aligné sur des valeurs, on prend des gens extrêmement différents. Ce qui est sympathique, tu parlais des femmes tout à l'heure, c'est que... Et de pays différents aussi, d'origine différente. Oui, on est des mélanges. Hein. Moi, je suis espagnol, français, et donc on aime particulièrement les mélanges, et on trouve ça très riche à tout point de vue, les mélanges d'expérience, de nationalité, Il y a juste de les parcours, Romains, fais attention aux de Romains. parcours, et ils sont latins, ils sont fantastiques. Et donc, on a organisé quelque chose en disant, à partir du moment où on est aligné sur des valeurs, toutes ces différences sont de grandes richesses. Et par conséquent, on a eu la chance d'avoir aussi bien comité de direction que COMEX 50-50 hommes-femmes, sans se mettre de quotas. C'est les talents qui ont fait ça directement, et c'est enthousiasmant. Finalement, je suis beaucoup plus à l'aise à être derrière cette équipe qui dirige et qui, elle, dirige. Je ne vais pas prendre des gens d'une grande qualité pour après leur dire « Ah oui, vous avez une décision, mais finalement, moi, je connais quelqu'un, on va faire comme ça. » Non. C'est eux qui dirigent. C'est des vrais chefs, quoi. Et je suis garant, je les aide à transformer l'entreprise parce qu'ils vont la transformer bien mieux que moi. Et donc ça a été ça, plutôt la logique
notre gouvernance. Pardon, j'étais peut-être un peu compliqué. Absolument pas. Mais voilà. donc, tu es une ETI familiale, tu bosses avec d'autres ETI familiales, tu es impliqué au sein du METI, hein, qui est le club des ETI. On a un président formidable, mais qui parle tout le temps de start-up, de licorne. Il parle suffisamment des ETI, enfin, du vrai monde ou pas? Oui, oui, alors ça aussi, je reprends une phrase d'Yvon Gattaz. Il dit start, c'est bien, up, c'est mieux. Donc il a des phrases à chaque fois. Il est vraiment top. Ouais. Il est très âgé, mais il est formidable. Et oui, oui, on a été très heureux de développer cette catégorie d'entreprises de taille intermédiaire en 2008. À la fin de la SMEP, quand on a organisé finalement de meilleures conditions pour la transmission des entreprises en France, avec notamment la loi Dutreil que vous connaissez, eh bien, à partir du moment où on maintient les emplois, eh bien, cette catégorie d'entreprises qui sont entre 250 et 5000 personnes, c'est quand même déjà une échelle, enfin une partie très importante des entreprises. On se rend compte que pendant la crise de 2008, c'est la seule qui a créé des emplois. Les grands groupes en ont détruit, les TPE, PME sont restés stables, les ETI en ont créé. Et il y a un terme italien, un jour je parlais avec un Italien en lui expliquant les ETI, et il me dit, mais les ETI, vous êtes des baby multinationals. Ouais. C'était très sympa comme terme, Donc c'est bien. de dire des baby multinationals. C'était pas Gattaz qui l'a dit. Vous regardez beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire sont très présentes à l'international. Bon, sinon tu vas voter Macron ou pas? Oui. Ah ben voilà, il y en a moins un qui a des coronets, c'est bien ça. Oui, parce Hein, que... en plus, il est catalan. Parce que, en fait, il y en a d'autres qui peuvent avoir de très bons programmes, je pense, mais je trouve que 5 ans, c'est trop court pour transformer un pays. Et je me dis qu'il faut au moins donner de la chance. Ils ont été quand même extraordinairement volontaires sur le monde de l'entreprise. J'ai l'impression qu'avec la crise Covid, l'État, plutôt que uniquement de taxer et de nous demander de payer, est enfin apparu comme un partenaire. Et je dis ça alors que son ministre de la Santé a voulu faire la grande sécu, c'est-à-dire il nous aurait tués. Voilà. Mais malgré tout, je pense que c'est pas en pleine turbulence qu'il faudrait changer. Mais bon, je dis peut-être une bêtise en donnant mon point de vue. Donc qui va voter Macron pour voir si ça c'est quand même tiède. C'est à partir d'ici qu'on commence à en parler. Le regard que tu portes sur les ETI à la française, tu les connais bien. Il y en a un peu plus de 5000. Qu'est-ce qui nous manque pour faire progresser, qu'une PME grandisse et devienne une ETI? On a beaucoup de PME ici, on a beaucoup d'ETI aussi. Non, mais je crois que dans les années 70-80, on avait quasiment le même nombre d'ETI qu'en Allemagne. Ouais. Mais malheureusement, en 82, on a eu un doublement des droits de succession. Ça, on a peut-être oublié, mais on est passé de 20 à 40, une paille. C'est beaucoup. Et voilà. Et de 20 à 40, aucun héritier d'une entreprise déjà de taille importante, en fait, significative, une petite entreprise, oui, il peut se transmettre. Mais quand elle a une taille significative, qui a dans sa poche 40% de la valeur de l'entreprise nette d'impôts disponible pour pouvoir payer des impôts? C'est impossible. Donc vous avez eu beaucoup de fonds qui sont entrés en France, vous avez eu énormément de cessions, vous avez eu une saignée terrible pendant 10-15 ans d'entreprise en France. Et là, on a commencé à perdre vraiment du terrain, avec les sièges sociaux qui étaient transférés à l'étranger, avec les pertes d'emplois que ça voulait dire. Et Dieu sait si les entreprises dans les territoires, familiales ou non familiales d'ailleurs, défendent l'emploi et sont un acteur essentiel de l'économie et de l'écosystème. Donc aujourd'hui, heureusement, les politiques s'en sont rendus compte et nous aident beaucoup pour transmettre des ETI et les laisser finalement grandir et leur permettre d'avoir le meilleur écosystème possible pour qu'elles puissent évoluer. Et pour nous, c'est très très important de maintenir ce modèle économique. Alors vis-à-vis de l'Allemagne, on est encore finalement en retard parce qu'ils en ont davantage. Mais lorsqu'on a lancé le métier en 2008, on avait 4200 ETI en France. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 5800. Donc ça augmente. Ça augmente. Et c'est très positif parce que ce sont des entreprises moins endettées, plus solides, plus résilientes, qui créent de l'emploi en période de crise, qui créent des emplois parce qu'elles ont un temps long, un peu plus marqué que beaucoup de grandes entreprises. C'est le jeu aussi, mais je pense que c'est important. Avant les questions spontanées donc de Mariana, et puis Daniel, et puis Rodolphe Delors, le patron du Saut de Beauval, la retraite à 65 ans, c'est une bonne idée ou pas? Moi, j'ai un avis un peu technique sur les histoires de retraite, c'est que j'ai vu dans les années 90 les institutions de prévoyance rentrer dans le marché de la santé et de la prévoyance. Les AG2R, les Malakoff-Médéric, tous ces groupes-là qui étaient sponsorisés par leur caisse de retraite. Et à l'époque, dans les années 90, c'était des années très financières. Et donc je regrette qu'il y ait eu beaucoup d'argent dépensé
pour prendre des parts de marché dans un monde qui n'était pas forcément celui des caisses de retraite. Maintenant, ce sont des groupes très organisés, structurés, très professionnels, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, ils sont nés dans cette époque-là. Et je pense que les caisses de retraite auraient dû garder leur argent pour les retraites et on n'aurait pas été dans la situation actuelle. Merci. Charles, peut-être une question sur un peu le mode de leadership. On a passé 2 ans d'une crise sanitaire qui a été majeure. On a la guerre en Ukraine qui pose beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes pour les patrons d'entreprise. Et on a une crise majeure, la crise climatique, qui est devant nous. Finalement, comment est-ce que dans une entreprise comme Ener, on arrive à décliner un plan stratégique dans un contexte qui est toujours plein d'incertitudes, plein d'aléas? Et donc, voilà, si tu pouvais partager ton expérience là-dessus, ce serait très intéressant. Je pense que comme vous tous, on est obligé de s'adapter en permanence. Nous, notre plan stratégique a été de choisir des métiers qui sont différents, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc on n'est pas que dans une activité. Aujourd'hui, les sujets aussi bien de la crise sanitaire ou de la guerre en Ukraine touchent bien entendu nos clients entreprises, soit quand ils n'ont plus la possibilité d'ouvrir leur magasin ou leurs hôtels, ou lorsqu'ils sont touchés parce qu'ils doivent sortir leurs collaborateurs. Là, on est en train de trouver des solutions de protection sociale pour des Russes et des Ukrainiens qui sont obligés de sortir de leur pays pour voir comment ils sont protégés ailleurs. Et on apprend aussi qu'il y a des pharmacies qui leur demandent les ordonnances quand ils ont un traitement, alors qu'évidemment, ils sont partis sans ordonnance. Donc, il y a quand même des histoires de fous. Donc, il faut s'adapter. Mais je crois que là encore, on a la chance d'être dans un modèle résilient par structure, en fait. Donc, on est moins en danger que d'autres, mais en réalité... on est par contre sensible à la plume du gouvernement si demain matin il décide qu'on n'a plus le droit de travailler ou d'autres peuvent faire notre métier à notre place.